Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Hédoux, président du Conseil national des barreaux. Pascal Hédoux, bonjour. Quelle est votre réaction suite à la démission de Christiane Taubira et à la nomination de Jean-Jacques Urvoas en tant que nouveau garde des Sceaux? Je constate la démission de Christiane Taubira. C'est un personnage passionnant et passionné. Elle était ministre de la République. Je la respectais comme telle et je n'ai pas de commentaire à faire sur son départ, qui est un départ politique. Et je n'envisage pas de commenter la politique de Mme Taubira ou son geste politique. Euh, si la question veut dire que je dois me positionner sur son bilan, je peux dire que c'est un bilan mitigé. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout lui reprocher. Je suis à peu près certain que les pouvoirs publics ne donnent pas au ministre de la Justice les moyens de tout ce qu'il veut faire, et qu'on n'a pas donné à Mme Taubira tous les moyens de ce qu'elle voulait faire. Alors je n'étais pas d'accord, et nous n'étions pas d'accord sur l'ensemble des conceptions qui étaient les siennes au ministère de la Justice. Pour autant, il faut être mesuré dans la critique, et nous verrons bien si son successeur, M. Urvoas, pour lequel nous formons des vœux de plein accomplissement dans sa mission, dans le même langage politique qui doit être le nôtre, avec lequel nous entendons évidemment travailler ainsi que son cabinet, nous verrons bien s'il dispose, lui, des moyens dont Mme Taubira n'a pas disposé et sur quel vecteur il nous envoie pour travailler avec lui. Pensez-vous justement que ce changement de garde des Sceaux va relancer les discussions sur l'aide juridictionnelle? Ah mais je le souhaite. Il y a tout de même une continuité des dossiers. Nous avons signé avec la chancellerie, quel que soit le ministre, un accord au mois d'octobre, au terme duquel chacun s'engageait à reprendre les discussions sur un programme que nous avons élaboré, que nous avons transmis, nous, à la chancellerie, et sur lequel nous attendons désormais que la chancellerie se positionne et organise les rencontres que nous attendons. Le sujet n'est pas épuisé. L'accord réglait provisoirement le problème pour 2016. Il faut, avant le mois de juin 2016, que nous ayons trouvé les moyens de rénover le dossier de l'aide juridictionnelle pour des raisons d'introduction dans la loi de finances de 2017 et dans l'ensemble des dispositifs qui sont attendus. Donc nous attendons que ce dossier soit repris. Je ne peux pas dire que nous l'exigeons, on ne va pas dire ça le premier jour, mais en tout cas, nous serons très attentifs aux prochaines invitations que nous attendons du ministre. En ce qui concerne l'état d'urgence, de nombreuses voix s'élèvent suite à la prolongation de l'état d'urgence. Le CNB lui-même a voté une délibération refusant cette prolongation. Alors comment faire entendre la voix des avocats? Ce que le Conseil national des barreaux a voté, c'est une crainte de la pérennisation de l'état d'urgence dont nous avons dit qu'il n'avait pas fait ses preuves d'efficacité. Il appartient au pouvoir public, il relève de la responsabilité de l'État, président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, d'évaluer si oui ou non, pour des raisons qu'ils contrôlent eux-mêmes et que nous, concitoyens, ne contrôlons pas, il est utile que l'état d'urgence se prolonge. Ce que nous disons, c'est que s'il devait se prolonger pour des raisons d'État, ce que chacun doit pouvoir comprendre, il doit respecter le rôle des avocats, il doit permettre aux avocats de remplir leur mission et il doit restaurer l'autorité judiciaire dans ses missions. Il est hors de question que se poursuive aujourd'hui une politique qui transfère l'ensemble des pouvoirs, son contrôle a priori et son contrôle du juge et sans assistance des avocats au profit de l'administration de la police. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'état de droit que notre Constitution doit garantir. C'est ça notre position. Elle est ferme, elle est très ouverte, elle est très légitimiste vis-à-vis des nécessités de l'État, mais elle est exigeante aussi sur le rôle de chacun. L'autorité judiciaire, les plus grands magistrats de ce pays l'ont rappelé voici quelques jours, de façon ferme, et qui, j'espère, auront interpellé les plus hautes autorités de l'État, y compris le président de la République. Vous souhaitez également poursuivre la réflexion sur l'interprofessionnalité. Comment cela va se traduire? Nous attendons une communication sur l'ordonnance de l'interprofessionnalité, qui est en préparation à la direction des affaires civiles et du Sceau.
Nous avons appris que c'est en effet la DACS qui était en charge, à la demande de Bercy, de la rédaction de cette ordonnance. Nous n'avons pas d'informations. Donc nous savons aujourd'hui quels sont les dispositifs prévus dans leur généralité, dans leur globalité par la loi Macron. Nous n'avons pas d'informations sur ce qui est prévu dans le texte qui est en préparation. Ce que nous croyons avoir compris, c'est que Bercy avait quelques idées et avait lui-même rédigé un projet. Donc nous ne savons pas d'où va venir le projet et nous nous réserverons, à supposer qu'on nous en donne les moyens, et ça nous l'espérons, nous nous réservons la possibilité de faire des propositions. Ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des professionnels puissent travailler les uns avec les autres. Ça, nous sommes d'accord sur le sujet. Mais ce que nous voulons, c'est que chaque profession conserve son identité dans le cadre d'une interprofessionnalité. Que ce soit une interprofessionnalité de capitaux, que ce soit une interprofessionnalité d'exercice. Autrement dit, il n'est pas absurde de concevoir que des avocats, des notaires, des huissiers, des experts comptables travaillent ensemble dans le cadre d'une société d'exercice, mais il faut que chacun dans son domaine puisse préserver sa déontologie, ses règles d'exercice. C'est cela que l'on attend d'une ordonnance d'interprofessionnalité. Mais le sujet de l'interpro, comme on dit, est un bon sujet. Et si c'est un sujet de développement économique de l'ensemble des professions, si c'est une façon pour nous d'adapter notre offre à la demande du marché, nous devons être vaillants sur le sujet et enthousiastes. Mais nous devons préserver les conditions dans lesquelles chaque profession développe sa propre activité. La déontologie de l'avocat n'est pas une déontologie qui se partage, elle est exigeante et il convient que l'ordonnance à venir la respecte. Vous avez démenti un accord avec Bercy sur l'avocat en entreprise. Qu'en est-il de la réflexion sur le legal privilege et sur le statut d'avocat en entreprise? Nous avons démenti cet indiscret d'un de vos confrères, dont je n'ai pas encore réussi à percer l'origine, et j'y ai renoncé, après tout, c'est de l'anecdote. Je ne voudrais pas que cet indiscret soit de nature, au contraire, à provoquer, parce que nous savons que le sujet est sensible. Nous avons pris une position sur le legal privilege. Le legal privilege est l'abandon du secret professionnel au profit de professionnels qui ne sont pas structurés. Les juristes d'entreprise, je les respecte, ils sont compétents, ils ont toutes les qualités pour faire du droit pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ça, je n'en discute pas et je n'en disconviens pas. En revanche, ils ne sont pas éligibles aujourd'hui à être assujettis au secret professionnel, sachant que le secret professionnel n'est pas un privilège que l'on accorde à une profession, mais c'est une charge, c'est une obligation. Si le legal privilège permettait à ces professionnels-là de revendiquer un droit et non pas de supporter une charge, alors nous comprendrions que le secret professionnel est en péril et nous n'en voulons pas. Pour autant, nous progressons sur la voie que M. Macron, d'ailleurs, nous avait invité à prendre l'année dernière, c'est-à-dire le développement des conditions dans lesquelles l'avocat peut mieux travailler pour une entreprise, à titre exclusif ou non, à titre permanent ou non. Le dossier progresse. Notre groupe qui travaille sur le sujet au sein du Conseil national des barreaux et qui est très large, avec toutes les obédiences du Conseil national, doit, d'ici mi-février, présenter un avant-projet de ce que nous pouvons envisager. Il convient de prévoir un statut d'avocat, régulé par son ordre, qui soit à la disposition d'une entreprise. Voilà le schéma global. Il faut que nous le finalisions, mais nous progressons et nous travaillons. Je me réjouis beaucoup que le Conseil national des barreaux parvienne, sur ce sujet difficile, explosif, qui nous a divisés beaucoup les uns et les autres, parvienne à unifier une vraie proposition. C'est en tout cas ce que j'espère et je pense que nous allons y parvenir. Qu'en est-il du projet de plateforme numérique du CNB? Cette plateforme vient. Les choses ne sont pas si faciles que ça, puisque là aussi, nous devons créer, développer une plateforme où les avocats, et seulement les avocats, régulés par notre déontologie, soient identifiés sur cette plateforme pour informer, conseiller, accompagner l'ensemble des particuliers, des entrepreneurs, des artisans, tous les clients de la profession d'avocat dans leur procédure. Nous nous sommes fixés un objectif de juin 2016.
Nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard pour des questions techniques que nous commençons à résoudre, précisément parce que notre plateforme ne doit pas être une plateforme à l'équivalent de celles que nous connaissons actuellement, qui ne sont pas des plateformes développant des conseils et des accompagnements pertinents et juridiquement sûrs. Ce que nous voulons, c'est que ce soit une plateforme dédiée aux avocats, avec la compétence des avocats et la déontologie des avocats. C'est ça qui est un peu difficile, parce qu'il faut trouver les bons interlocuteurs techniques et il faut laisser à la profession d'avocat la gestion intellectuelle et compétente de cette plateforme. Nous allons y parvenir. Pascal Hédoux, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.